Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN. C'est gros ça comme boîte? 2000 employés pour des VPN. Ok, basé à Vilnius, en Lituanie. Ça c'est pour les impôts ça. Ah bah non, ils sont lituaniens. Pourquoi ça marche? Salut, c'est Théo. Je suis le fondateur de Kodak, mon groupe d'agence d'une 60aine de personnes qui aident les marques à grossir en ligne. Mon travail c'est de construire et de délivrer les stratégies de croissance sur internet de mes clients, donc quand j'en vois une qui fonctionne, je prête plus facilement l'oreille. Si vous regardez YouTube, vous avez forcément entendu le nom de NordVPN. Cette vidéo est sponsorisée par le sang de la veine, par NordVPN. Grâce à l'abonnement NordVPN, vous pouvez sécuriser votre connexion internet en cryptant vos données. Et ça peut aussi vous permettre d'accéder à vos contenus à l'étranger. Il va bloquer tous les trackers web qui essayent un petit peu de vous avoir quand vous êtes connecté sur un site sans vendant vos données personnelles par exemple. Depuis 2018, ils ont fait plus de 3000 collaborations avec les plus grosses têtes du YouTube Game. Donc là, vous vous dites, bon, ok, tu nous fais une vidéo sur pourquoi ça marche, c'est facile, tu vas nous faire 20 minutes pour nous expliquer ce que c'est que le marketing d'influence. Merci Théo. Alors déjà, je t'emmerde et pour la peine, je vais la faire encore plus longue. Et ensuite, lors de mon enquête, j'ai découvert que l'influence, c'est même pas leur premier levier de croissance en France. NordVPN, ce n'est que l'un des produits d'une boîte beaucoup plus grosse qui s'appelle Nord Security, basée en Lituanie, qui opère dans le monde entier et est valorisée plusieurs milliards de dollars. Pour te prouver tout ça, j'ai contacté Cyril, le country manager France de la société. Il a accepté de m'ouvrir les portes de leur tout nouveau siège à Vilnius, juste en face des locaux de Vinted. Et oui, c'est lituanien aussi. J'ai réussi à obtenir un entretien avec Marius, le CTO de l'entreprise, ainsi que d'autres membres clés de l'équipe. Donc j'ai pris mes billets, j'ai mis Anthony dans la valise et je me suis rendu à l'aéroport pour aller dans un pays que je n'aurais certainement pas visité dans un autre contexte. Bonjour la Lituanie et c'est parti pour l'enquête NordVPN, pourquoi ça marche. Chapitre 1, bah l'influence banane. Salut Cyril. Salut Théo, Tu vas bien? Bah oui, bienvenue à Vilnius, bienvenue en Lituanie. Bah merci beaucoup, c'est magnifique hein. Bah écoute, c'est les locaux de Cybersecurity. On a un super écran d'accueil à l'heure actuelle. Avec un petit message. Un petit message sympa pour ton arrivée. Excellent, alors ça c'est du service client, ça c'est magnifique. Je lisais sur internet du coup qu'il y avait 2000 personnes au total qui travaillaient chez Nord Security. Ouais, dans l'ensemble à peu près, ils sont basés sur différents sites, on a différents bureaux. On a également des bureaux à Berlin, des bureaux à Varsovie et ainsi de suite. Et après on a pas mal de personnes qui bossent en remote dans le monde entier sur différents sites et parfois à domicile aussi. D'accord, et donc là il y a combien de personnes qui bossent? Oh, à peu près 1 millier de personnes. Okay. La première campagne NordVPN, elle date de 2018. On a été sélectionner les créateurs vraiment à la main, on a été regarder ce qui se faisait et surtout les opportunités qui étaient disponibles et qui s'offraient à nous parce que le marché n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui. C'était assez compliqué, on ne connaissait pas encore toutes les ficelles de ce marché. Donc on est passé par le biais d'agences pour démarrer qui nous ont orientés. On leur a fait part de nos souhaits, de notre stratégie et de nos objectifs qui sont tout majoritairement des objectifs de performance et donc de revenus d'acquisition. Le premier talent qui a été activé en France, que j'appréciais et dont j'appréciais beaucoup le contenu et pour lequel j'avais déjà vu quelques présentations d'autres marques. C'était Joueur du Grenier, avec lequel on a commencé à travailler, le JDG. Ça a été plutôt bénéfique pour nous. On a été assez satisfait, même très satisfait des retours. Et donc, on s'est engagé avec lui sur le long terme. On a beaucoup travaillé avec lui au fil des années. Et je pense que historiquement, c'est notre premier talent avec lequel on a bossé. Et on bosse encore aujourd'hui avec lui. À l'époque, non seulement ça fait partie de l'une des premières marques à réaliser cette opportunité, mais en plus, c'est quasiment les seuls à essayer d'en faire un canal héroïste. C'est-à-dire de le mesurer comme un investissement dont on attend en échange des conversions, soit des achats. C'est les premiers à sortir une fiche Excel, à dire bon, si je donne 1000 € à un influenceur, que j'en tire 10 achats, ça fait qu'un achat m'a coûté 100 €. Et comme ça, ils peuvent calculer des ROI. Donc j'ai dépensé 1000 €, ça m'a rapporté 10 000 € de revenus, ça fait un ROS de 10. Mesdames et messieurs, je vais enfin pouvoir vous dire la phrase que j'ai toujours rêvé de prononcer dans une vidéo YouTube depuis que je me suis lancé il y a 3 ans. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Suite au succès du documentaire sur Asphalt, on cherchait une seconde marque sur laquelle faire l'épisode suivant, mais cette fois-ci internationale. Il se trouve qu'au même moment, Cyril m'a envoyé un message, à la base pour sponsoriser le podcast. On a rapidement connecté les points et on lui a demandé à la place de nous donner un accès privilégié à l'une des 2 licornes lituaniennes, donc il fallait bien qu'on lui rende. Il se trouve aussi que je suis client de NordVPN depuis plus de 4 ans. On se demande vraiment comment j'ai connu la marque. Comme vous le voyez, mon travail, il m'amène souvent à voyager et j'ai souvent envie de bosser dans les moments de pause, ce qui implique que je dois me connecter à des Wi-Fi qui sont pas les miens. Ça, d'un point de vue sécurité, je vous apprends rien, c'est une catastrophe, surtout quand on sait la quantité d'informations sensibles sur Kodak qu'il y a sur mon ordi. C'est un nom particulier ce genre d'attaque, ça s'appelle l'attaque de l'homme du milieu. En gros, c'est quand un monsieur mal intentionné crée un faux Wi-Fi et s'en sert pour soutirer toutes les informations que tu vas utiliser pendant ta session internet. Et ben NordVPN, ça te protège de ça. Alors comme vous le voyez, NordVPN, c'est pas juste une boîte de VPN. En fait, ici, il y a marqué VPN nulle part, c'est plutôt Nord Security, dont l'ambition est assez simple, c'est de devenir le leader mondial de la cybersécurité. Et ils sont en bonne voie. Dans le produit est inclus la protection anti-menace qui te protège de tous les logiciels malveillants. Genre ça t'évite de te faire infecter quand tu cliques sur un fichier bizarre. Chaque jour, il y a de plus en plus de menaces sur internet, donc avoir un VPN, c'est en train de devenir un must. C'est comme un abonnement Netflix. Avec un abonnement, tu peux avoir jusqu'à 6 appareils connectés, ce qui te permet de l'utiliser sur ton téléphone ou de le partager avec tes colocs. Pour en profiter, tu peux te rendre sur mon lien personnalisé, nordvpn.com/théolion. T'as 30 jours satisfaits ou remboursés et je te mets le lien en description. Maintenant, je vous propose d'aller poursuivre notre enquête. C'est parti.
Nous, les métriques qu'on va aller vraiment regarder, ça va être de façon assez simple le ROAS. Ouais. C'est là-dessus, c'est la métrique clé sur ce type d'activation. Après, de l'autre côté, moi en tant que country manager, ce que je regardais, c'était quand même le revenu de manière générale sur le marché français qui était généré. Je pouvais quand même évaluer la croissance d'une année sur l'autre. Il faut savoir qu'on a fait, je crois de mémoire, 330% de croissance sur les 3 premières années, ce qui était assez colossal et c'était assez sympathique. Donc comme il nous le dit si vite, il y a directement un product market fit, ça cartonne. Donc les premiers essais sont assez concluants, et malgré quelques tentatives sur les autres plateformes auxquelles on aurait pu s'attendre, ils se sont finalement arrêtés sur YouTube, principalement pour une raison. YouTube, je pense qu'il y a cet effet, on appelle long tail. Le contenu, il est evergreen, que des mots un peu, en fait, une collaboration qu'on va faire sur YouTube, certes, le revenu qu'elle va générer, ça va être au début sur les 30 premiers jours, par exemple, après publication, mais il y aura du revenu qui va être généré sur 1 an, des fois même sur plus longtemps, sur 2 ans. Il y a certaines vidéos qui ont une longévité assez incroyable, ça dépend des projets, ça dépend des concepts de vidéos, quoi. En gros, ça veut dire que la durée de vie d'un contenu est beaucoup plus longue que sur Instagram, par exemple. Une vidéo, ça peut continuer à prendre des vues sur le long terme. Quand une collab est faite, si tout se passe bien, vous êtes associé à vie avec le créateur. La force de NordVPN, ça n'a pas juste été de découvrir que le marketing d'influence, ça permettait de gagner de l'argent. Leur force, ça a surtout été de le scaler rapidement et d'arroser tous les créateurs français. Alors on pourrait croire que le VPN, c'est un produit de geek, mais très vite, les chiffres ont montré le contraire. Ils ont compris que ça pouvait intéresser absolument tout le monde. Nous, on a compris assez rapidement que la verticale, c'était pas forcément le point central d'un succès sur une opération d'influence, simplement parce que ce qui va vraiment être le plus important, c'est l'audience derrière. Donc c'est la façon aussi, il faut qu'un talent soit surtout à l'aise avec la façon, avec le produit pour pouvoir en parler naturellement. Qu'est-ce qui détermine si quelqu'un est à l'aise? Ça veut dire qu'il faut qu'il comprenne un use case du produit? Il faut qu'il comprenne déjà un petit peu l'utilisation du produit et qu'il soit pas simplement à lire un brief créatif dans lequel on va lui énumérer un nombre de bullet points. En fait, on leur met à disposition ce genre d'éléments pour qu'ils aient une base de travail et qu'ils puissent créer leurs intégrations eux-mêmes, mais on évite et on leur demande toujours de sortir un petit peu du cadre, de ne pas rester là-dedans, surtout qu'on se met souvent aussi à la place de l'audience et on se dit qu'est-ce qu'ils souhaitent consommer? Est-ce qu'on souhaite entendre le même message répétitif? Alors, on va pas se le cacher, ça a été un petit peu le cas pendant une période, mais on a appris aussi de nos erreurs au fil du temps et au fil du nombre d'intégrations assez colossales qu'on a pu réaliser sur le marché français. Finalement, pour être ambassadeur NordVPN, on peut le résumer à 2 critères. Il faut que le créateur ait une audience très engagée et une capacité à lui vendre des trucs. C'est ce qui me paraît le plus important, parce que finalement, en fait, l'intégration en elle-même, j'ai souvent été surpris de recevoir des intégrations parfois qui m'ont réellement fait transpirer. Les gens connaissent ces intégrations, elles sont assez connues et elles sont assez techniques. Et finalement, en fait, c'est ces intégrations qui ont super bien fonctionné. Et moi, quand je les ai vues la première fois, je leur ai dit mais vous foutez de ma gueule, c'est pas possible, on peut pas faire passer ça. Et non, finalement, ça s'est très bien passé. Et donc, ouais. Donc c'est plus une affaire de créateur que finalement ce que tu racontes. Exactement, en fait, finalement, c'est plutôt la relation qu'a le talent avec son audience. D'accord. Et ce qu'il est en mesure de lui faire, les messages qu'il est en mesure de véhiculer. Mais là où ils ont su se démarquer, c'est sur la façon d'intégrer leur marque dans les contenus. N'importe qui peut donner un chèque à un influenceur pour qu'il parle d'un produit. En revanche, NordVPN, dès qu'ils ont pu, ils ont essayé de sortir de l'intégration classique de cette vidéo est sponsorisée par. Ils ont essayé de faire des intégrations beaucoup plus natives dans les concepts même des vidéos parfois. Regardez comment la marque a été insérée dans cette vidéo de Villebrequin. Bonjour à tous, bienvenue sur la roue du forçage. Bonjour Pierre Chabrier, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On s'en branle monsieur Chabrier, pour les téléspectateurs, dans la vie vous êtes... Je fais des sponsors NordVPN, voilà. Sponsorisateur de NordVPN, c'est très précis hein, comme métier, mais je vous invite Pierre Chabrier à faire diversion et à tourner la roue du forçage. Allez, ah bah voilà, NordVPN. Yes. Bah alors là, c'est bon. Sacrée surprise. Hein. Okay. Ils ont vraiment cherché à pousser les intégrations au maximum en mouillant parfois la chemise avec carrément des personnes de l'équipe. Encore une fois avec Villebrequin où cette fois-ci c'est Cyril lui-même qui est venu intervenir dans la vidéo Mac Drive to Survive. Et du coup, qu'est-ce que c'est NordVPN? Ah, ça va, tout le monde sait ce que c'est qu'un VPN, mais les gens savent peut-être pas que NordVPN c'est une solution complète de cybersécurité et qui est utilisable pour tous au quotidien. Mais tu t'es fait mal à la main? Ouais, ça, c'est en validant le dernier budget de leur vidéo avec Joyka et Seb. Cette opération autour du GP Explorer, c'est quelque chose dont ils sont très fiers. Un des premiers trucs qu'on voit en arrivant dans les bureaux en Lituanie, c'est la combinaison victorieuse de la première édition, qui est un peu l'achèvement de 5 années de travail à marteler leur marque partout sur YouTube. Alors ça, c'est notre fierté. Ah, regarde, on le voit en arrivant à chaque fois. C'est pas mal, hein. Est-ce que vous reconnaissez la combi? Magnifique. C'est tout à fait ça, avec quelques photos de la victoire. Et il nous a fait parvenir sa combi, donc ça, c'était
C'était un petit move très sympa de sa part. Mais après plusieurs années, nécessairement se pose la question de la maturité du marché. D'autres marques ayant eu vent du succès de ces pratiques et les créateurs comprenant qu'elle était très rentable pour les marques, eh bien ça a rendu le canal du marketing d'influence de moins en moins efficace. Ça ne fonctionne plus autant qu'avant. Suite à ces observations, en 2023, NordVPN a pris la décision de passer en mode efficacité. Quand je suis arrivé, c'est vrai que le marché était assez mature. On avait collaboré avec déjà énormément de monde sur le paysage internet français. D'ailleurs, quand je suis arrivé en 2022, c'est l'année où on a fait le plus de contenu en France. J'avais un prisme de consommateurs et de viewers quand je suis arrivé. Et ce prisme-là, c'est un peu le même que beaucoup de gens, c'est-à-dire on les voit trop, tout le temps, et des fois, ça me faisait un peu chier. Donc, quand je suis arrivé, je me suis déjà familiarisé avec l'entreprise, avec l'outil et avec les process. Et ensuite, j'ai privilégié la qualité à la quantité. Aujourd'hui, en 2023, par exemple, si je prends une année complète où j'ai été à mon poste chez NordVPN, on a fait 2 fois moins de contenu, de pièces de contenu, on en a fait 2 fois moins que sur 2022. Mais si on regarde le nombre de vues, on a fait 20% en moins. Donc on n'a pas perdu beaucoup de vues comparé au nombre de contenus, de pièces de contenu qu'on a perdu. Donc ils vont chercher à se positionner sur moins de projets pour à la place privilégier des placements qui vont marquer l'audience. Ce qui est très très cool toujours pour nous, c'est les projets qui sont un mix de online et offline. Je pense par exemple au GP Explorer. Notamment la première édition qui pour nous a été extraordinaire parce que notre écurie a gagné le GP Explorer. On a à la fois bénéficié de beaucoup de visibilité le jour de la course et tous les clips et les rediffusions qui en ont suivi. On a aussi pu constater un impact sur les transactions et les revenus générés. Okay. D'accord, sur un événement qui à la base, d'habitude quand on sponsorise un événement sportif ou la Formule 1, c'est beaucoup plus de la visibilité que de la perf, mais vous avez réussi à faire ça. On a réussi à allier performance et visibilité, ce qui est pas facile à faire, et sachant que nous, on est une boîte dont le marketing est très orienté performance. On a une culture très héroïste au final du marketing. Donc c'est souvent difficile de faire de la visibilité. Ensuite, leur intérêt, c'est de s'éloigner des niches qui historiquement ont très bien performé pour essayer d'aller conquérir des nouveaux segments d'audience. En somme, ce qu'a fait NordVPN en marketing d'influence YouTube, ça a été très innovant longtemps. Ils font partie des marques qui ont construit en fait le marketing d'influence YouTube. Et pourtant, la France n'a pas été le premier marché sur lequel ils ont testé cette stratégie. J'ai pris le chantier à l'envers. J'ai été voir un petit peu ce qui fonctionnait dans d'autres pays, quelles étaient les sources de revenus qui étaient assez intéressantes. Donc je me suis rabattu assez rapidement sur l'affiliation et l'influence. En influence, ce qui était cool, c'est qu'on faisait encore on faisait pratiquement rien. En influence à l'étranger, c'était majoritairement sur YouTube qu'on travaillait. Et ça a une raison assez simple. Ce canal d'acquisition va nous permettre d'avoir un tracking. Et on sait que généralement YouTube était beaucoup consommé encore à cette époque-là sur du desktop et c'était de cette manière-là que les gens allaient pouvoir acquérir NordVPN. L'une des forces de NordVPN, c'est d'avoir construit leur marketing pour adresser l'international et ce, d'une façon très spécifique. Chapitre 2, une stratégie de conquête mondiale. L'une des choses qui m'a frappé en discutant avec les membres de l'équipe, c'est de constater que c'est l'une des rares grosses marques qui fonctionne encore comme une petite marque héroïste. Au point que j'ai l'impression que les mots brand awareness ou communication de marque sont interdits. En fait, la boîte est construite pour avoir à la fois l'efficacité opérationnelle d'une grosse entreprise, mais aussi la petite échelle d'exécution qui permet de s'adapter aux spécificités de chacun des pays. Ça a l'air assez, moins simple qu'il n'y paraît, la façon dont est organisée l'équipe. Tu disais que la partie influence, il y a un autre département, et même si c'est la France, il y a un autre département qui coordonne cette partie-là. Tu peux nous expliquer un peu comment c'est organisé l'équipe ? Exactement. Donc quand j'ai intégré la boîte, j'étais le premier country manager. Peu à peu, d'autres country managers nous ont rejoints. Aujourd'hui, on a un département country manager avec un head of country manager au-dessus. Et il y a combien de country managers ? Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on doit être une quinzaine. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà. Okay. Les seules personnes qui sont sous le management direct des country managers vont être leurs assistants et leurs copywriters. Parce qu'un country manager natif va être le seul à pouvoir justifier de la qualité du travail réalisé par certains par exemple sur du copywriting en l'occurrence. Néanmoins de l'autre côté, pour ce qui est des autres départements, là on est il y a des résultats qui sont traquables. La stratégie a été celle-ci, ça a été plutôt de faire recruter des personnes dédiées à un marché sur différents départements qui ne reportent pas directement au country manager, mais qui finalement collaborent au quotidien et au moins une fois par semaine sur des meetings avec eux pour pouvoir échanger et comprendre un petit peu et qu'on soit tous alignés. Voilà, c'est un petit peu le fonctionnement qui a été mis en place. Après, là aujourd'hui, on va avoir des personnes qui sont en charge du marché français au sein du département affiliation, au sein du département influence. On va avoir une personne aussi au département PR. On va avoir une personne qui m'assiste également sur le marché français. On va avoir 2 copywriters et ainsi de suite. Donc on commence à avoir un petit peu de monde. En gros, le country manager, il évolue en toute petite équipe, voire parfois tout seul, et il vient briefer les équipes opérationnelles qui sont organisées par levier. Donc du coup, aujourd'hui, toi, tu es responsable des chiffres de croissance, j'imagine, sur le marché français. C'est ça que tu as. Exactement.
C'est quoi tes outils en fait pour le faire grossir? Alors les outils, ça va être simplement, déjà c'est un travail en lien directement avec le marketing, et il va falloir faire le lien avec tous les différents départements, voir où est-ce qu'il y a du potentiel qui n'est pas encore exploité sur un marché, ou leur donner des billes ou des conseils pour pouvoir finalement améliorer leurs revenus sur ce marché-là. On va passer par le biais de l'affiliation, on va passer par le biais du SEO, PPC et plein d'autres départements offline pour tout ce qui est planification et partie télévisée. Le retail également, qu'on est en plein cours de développement. Cette organisation, elle est faite pour répondre aux différences géographiques avec beaucoup d'autonomie. So basically, you're given like a revenue target. That's how it works, and you're responsible for choosing the influencers with which you will be working. That's right. Exactly. So revenue targets as well as efficiency targets. So you kind of have to make ROAS. Exactly. Ça permet à chacune des équipes locales de mettre en commun les bonnes pratiques. Do you usually like discuss with the other countries' team about what the best practice on influence? Yeah. We do that on a team level, on bi-weekly basis, on a weekly basis. So, Do you like actually learn things you can use on your market from these? Yeah, I mean, now I wouldn't say that there are a lot of things we haven't tested out, because we've been there in this game for quite a long time, and we try a lot of things, but there always appears something that guys in their markets test out that works for them. And then you can use it as a good practice and try to replicate in your market. C'est comme ça que le marché français est devenu une référence. Finalement, le marché français est devenu un petit peu même une référence sur l'influence, même au sein de cette boîte. Et ils ont essayé un petit peu de reproduire le cas après dans différents pays européens du fait de ce succès. Et tout en sachant que l'influence en France est une référence pour toute l'entreprise, chaque membre de l'équipe réadapte la stratégie pour qu'elle fonctionne selon la zone géographique. What's interesting in France with the influencer strategy is that it's very geared towards mass market influencers, like entertainment mainly. Did you end up in the same situation in Germany, Switzerland and Austria too? I would say opposite. We don't work that much with the entertainment guys there. Okay. We focus, of course, there are a portion of them, but that's what's beautiful within the influencer marketing. Like every market has its own specifics, and in Germany, when you're doing channel selection, influencer selection, it's slightly different than in France. We're, I would say, working with more, how to say the category, like science-related channels, or news-related channels, or it's the portion of entertainment channels, as you said, in France is higher, quite high, but in Germany, I would say it's lower. Le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'au détour d'une conversation, je découvre cette dinguerie. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, l'influence n'est pas votre premier levier de croissance sur la France. Non. Malgré ce que tout le monde peut penser, malgré beaucoup de communication. Après, ça reste, comme dans toute campagne marketing, même si elles ne sont pas forcément liées, c'est une boucle, finalement, l'un dans l'autre. On sait que c'est un point d'accès par lequel on va commencer à communiquer, à faire connaître peut-être le service. Et donc, alors, ces autres canaux, du coup, quel est votre canal numéro 1? C'est l'affiliation, c'est ça? L'affiliation, en fait, est clairement le canal numéro 1 à l'heure actuelle. Okay. Mais qu'est-ce que c'est l'affiliation? L'affiliation, c'est un terme assez générique dans lequel on va aller regrouper beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de médias, de médiathèques aussi, de sites de cashback, des sites de vente privée et différents types de formats, voilà, un peu plus growth. Finalement, l'affiliation aujourd'hui, c'est la relation qu'on va avoir avec... alors, c'est pas la relation d'ailleurs, hein, autrement, c'est plutôt le fait de travailler sur le marketing de performance via des médias, tout type de médias digitaux, sur lesquels en fait on va pouvoir aller prendre du contenu sponsorisé, des articles publiés rédactionnels sur lesquels on va pouvoir stratégiquement décider de communiquer sur certaines fonctionnalités de NordVPN en l'occurrence, à certains moments clés, au moment de certaines campagnes. Donc on va pouvoir faire la promotion de ces campagnes par le biais de ces partenaires. L'affiliation aussi, il faut savoir qu'il y a différents angles. Il y a cet aspect-là où on vient communiquer et l'article est sponsorisé. Et puis sinon, il y a simplement communiquer à tous ces partenaires les offres qui sont en cours à l'heure actuelle, s'ils les trouvent intéressantes. Eux, ils peuvent les relayer, mais libre à eux de le faire et on n'a absolument pas la main sur le contenu et sur ce qui se dit et sur ce qui est publié. D'accord. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, ça va être finalement les sites tels que, je sais pas, des sites de cashback, Graal en l'occurrence,
un partenaire avec lequel on travaille depuis longtemps. On va retrouver un site comme VP également. Ce qui est intéressant avec l'affiliation, c'est la possibilité d'évoluer avec un marketing à la performance. Il y a certains articles qu'on va payer, mais d'autres sur lesquels on ne va payer que si une conversion a lieu depuis cet article. Enfin, l'affiliation aujourd'hui, en fait, vous payez à l'article ou vous payez à la conversion? Les deux modèles existent. D'accord. Les deux modèles existent, sachant que dans certains cas, si on souhaite imposer la communication sur une fonctionnalité particulière qui n'intéresse pas un média, l'équipe rédactionnelle d'un média, ce média nous dira simplement non. Par contre, si on souhaite leur imposer, on a la possibilité de passer par une régie publicitaire de ces médias qui vont pouvoir nous vendre l'achat d'un article, et celui-ci sera bien sûr mentionné article sponsorisé par NordVPN. Donc vous voyez qu'à toutes les échelles, l'organisation de cette boîte est construite pour conquérir le monde via tous les canaux possibles. Mais si le produit s'internationalise aussi bien, c'est d'abord parce que dans ces locaux magnifiques, il n'y a pas que des marketeurs. L'avantage concurrentiel de Nord Security, il est d'abord construit sur de la tech. Chapitre 3, un produit en avance. Au fur et à mesure de mes échanges avec les membres de l'équipe, j'ai compris que depuis le premier jour, la vision a toujours été de construire un produit grand public. C'est là où la direction portée par les fondateurs a payé, car ils auraient aussi pu proposer leur technologie aux personnes qui en avaient le plus besoin, les entreprises. Et il se trouve que ce sont aussi souvent celles qui ont la plus grosse propension à payer beaucoup d'argent. Mais ils ont plutôt choisi de construire le produit pour qu'il soit utilisable par une grand-mère. If you look at the cyberspace at the time, it was only for the geeks, for the admins, for the programmers, for the people who really understand what is going on under the hood. And the idea even then was to have a really easy approach and intuitive design and to bring it to masses, basically. So we started with a vision to build a radically better internet back then. And I think we succeeded. Looking forward, slowly introducing more tech, more innovative tech to the people and making sure that design is easy to use, approachable and accessible for everybody who wants to use it, So yes, even back then and now the vision really didn't change. We want to bring it to the masses and to use it in an easy way as possible. But for anybody who is walking on the street, they want a really easy to use product. Et donc même si la première traction du produit, elle a été évidemment sur les geeks, il y a eu un vrai point d'inflexion avec la sortie de l'app. The growth started when we released our apps, like easy to use apps on the mobiles, on the Windows macOS platform. We saw the growth, exponential growth from that side, and with the help of our wizards from marketing, we made sure that it's accessible to everybody. Après cet échange avec Marcus, j'ai compris que la prouesse de Nord Security, c'est pas d'avoir réussi à craquer le canal du marketing d'influence, c'est d'avoir rendu le VPN compatible avec l'influence, via un produit simple et grand public. Et si ce produit est si convaincant, c'est parce que technologiquement, il reste intéressant. Ils sont notamment beaucoup aidés par un claim marketing, c'est d'être le fastest VPN in the world. Mais en dessous de cette très simple phrase, il y a un défi technologique qu'ils ont failli ne pas gagner. And we usually did faster than our competitors. That was the key, honestly. A good example is Norlinx, right? So when WireGuard came into the market, we already knew that it's going to be the technology of the future. We had that sense because we were deep into tech and we understood what's going on behind the scenes, right? But the problem with the WireGuard was that it wasn't private enough at the time and it wasn't scalable enough at the time. So there were some issues that we had to solve. And I still remember that we were standing behind the whiteboard and designing the system, how we're going to do it. And there were a lot of things that we need to solve it as well. But we did it quicker than the competitors and introduced it. And the WireGuard example, Norlinx example, for example, gave us a really good speed boost that others didn't have at the time. And when you are providing the product to the customer that is more reliable, more speedy than others and using the innovative tech, I think it adds up over time, and it's the clients basically encourages that for us as well. So. Dans les locaux, il y a une armée de tech qui bosse sur la technologie. Et aujourd'hui, le succès de leurs produits phares leur permet d'élever leur niveau d'ambition. The VPN and NordVPN gave us the boost and the ability to invest in more products as well. So we looked into the market and what is hot at the time, and that's how the Password Manager was born. It was not only about the password manager, it's more about the secret manager, because we see that, people tend to use the same passwords all over and all over again. And we have this really cool feature, dark web monitoring, that we track the leaked passwords around the web, the dark web, and so on. And we see that people uses the same password basically on different accounts. And we started educating users and making sure that, hey, look, if you are using the same password, it's not good because there are a lot of leaks happening around the world and you should use some kind of at least password manager. That's how the password manager was born. The second part
And the NordLocker stories was about the files and their encryption, you know. We saw that we have the need to store files securely on the cloud, and all of other competitor tools at the time, they didn't do the encryption properly. Well, at least we were thinking at the time. That's how the NordLocker was introduced. About the Nord layer or Nord teams, the story is basically the same. We saw the need from the market, and we knew how to do it from the technological perspective, and we just invest in those products. That's basically it. Ils veulent progressivement conquérir tous les use cases associés à la cybersécurité. Avec 2000 personnes, ils sont déjà leaders sur le marché du VPN. Ils auraient pu s'arrêter au marché du VPN, mais j'imagine que l'appétit vient en mangeant, parce que l'ambition très clairement affichée des fondateurs, c'est de devenir le numéro 1 de la cybersécurité dans le monde. Ça va les faire entrer en concurrence avec des boîtes qu'on connaît tous, dont certains géants de la tech américaine. Sauf que 2000 employés, ça a beau être beaucoup sur le papier, c'est pas grand chose quand on compare ça aux effectifs d'un GAFAM. Donc si on récapitule, pourquoi ça marche ? Eh bien NordVPN, c'est une innovation technologique mise à disposition du grand public via une UX simple, ce qui lui a permis de dérouler le playbook d'acquisition d'une marque B2C dont l'influence YouTube fait partie. Aujourd'hui, les challenges de croissance sont différents. D'abord parce que les canaux historiques arrivent à maturité, mais aussi parce que les nouveaux produits B2C, je pense à NordLocker et NordPass, ont des risques d'être moins marketables que le produit VPN. Je vais vous dire ce que j'aurais fait à la place de NordVPN pour accélérer leur croissance en France. Déjà, le premier point, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Je trouve que la première erreur, ça serait d'oublier YouTube. Il faut pas oublier que NordVPN a des concurrents et ils ont donc beaucoup à perdre à se faire voler leur place de top of mind en France. Ils doivent continuer à saisir les opportunités qui leur sont permises par leur budget supérieur à celui des concurrents, comme par exemple le GP Explorer ou les événements similaires. Ils ont plus besoin d'être en arrosage automatique comme ils étaient au début, mais il ne faut pas perdre la position. Et pour ça, il faut rester à l'affût des nouvelles tendances et ne pas rater une explosion des sponsoring rentables sur les podcasts par exemple. Ensuite, toujours sur l'influence, l'une de leurs forces, c'est qu'ils savent utiliser les événements physiques, donc offline, pour tirer du ROI, là où les autres marques investissent juste là-dedans pour de la com. Dans la même logique offline-online dont on parlait un peu plus tôt dans cette vidéo, ils pourraient saisir d'autres opportunités événementielles. Ils ont dit vouloir tester des nouvelles niches. C'est possible que la niche des athlètes influenceurs soit prometteuse pour eux. J'imagine bien une OP créative autour d'un combat de Cédric Doumbé par exemple. Pour mon troisième point, on l'a dit, NordVPN exploite les leviers du marketing B2C. Et il y a un sujet dont on n'a pas du tout parlé dans cette vidéo, parce qu'ils n'ont jamais réussi à le craquer, ce sont les social ads. Alors ils ont une équipe PPC en interne, donc j'imagine qu'il y a des raisons. Mais vous savez, c'est mon métier, et on a réussi à faire fonctionner des campagnes sur des situations beaucoup plus difficiles que celles de NordVPN. Déjà parce qu'ils bénéficient d'une awareness de ouf, ce qui leur permettrait juste avec une campagne de retargeting, de reciblage d'utilisateurs qui ont visité le site NordVPN et qui se baladent sur les réseaux sociaux, d'obtenir des conversions pas chères. Et ensuite, c'est pas normal qu'avec tous les créateurs qui sont sponsorisés, ils n'arrivent pas à en faire des campagnes qui génèrent des conversions à bon prix. Je connais beaucoup d'autres annonceurs beaucoup moins bons qu'eux qui y arrivent. Et mon quatrième point, ça serait certainement le plus dur à faire passer en interne, c'est d'accepter qu'il faut évangéliser le marché. C'est une problématique qu'on a régulièrement avec nos clients. Parfois, on a converti tous les gens qui étaient convertissables. Et quand on est, comme Nord Security, en position de leader sur un marché, c'est à nous de faire le travail d'awareness. C'est la suite du playbook B2C par lesquels passent toutes les entreprises. Il faut accepter de communiquer autour de messages de marque pour créer de la confiance auprès de nouveaux utilisateurs. Plus précisément, je pense que Nord Security a un gros coup à jouer en marketant son VPN exactement comme on vend une assurance. Il y a certes les avantages, mais il y a aussi surtout les risques. Ça peut devenir un peu pervers, mais si on veut souscrire à une assurance, c'est parce qu'on a peur. Et aujourd'hui, le marché qu'adresse NordVPN, il est limité parce qu'il y a plein de gens qui réalisent pas qu'il faudrait avoir peur. Évidemment, c'est un exemple parmi d'autres. Ce qui est intéressant, c'est surtout de trouver des nouvelles façons de s'adresser à l'audience. Mais ça nécessite peut-être d'accepter de perdre un peu d'argent au début. Il y a un défaut à tout, même à la mentalité héroïste. Voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré mener cette enquête. Je vous invite à vous abonner pour pas rater la prochaine. Si vous avez une marque en tête sur laquelle vous aimeriez bien que j'aille faire le détective, vous pouvez la mettre en commentaire. Je vous embrasse, c'était Théo.